Dans le secteur est de Buffalo, dans l'État de New York, un homme est abattu en plein jour. Les indices sont rares et les policiers peinent à résoudre ce dernier d'une série de meurtres. Les procureurs ne disposent que d'un seul témoin qu'ils devront protéger étroitement s'ils veulent réussir à traduire un gangster notoire en justice. De violentes guerres de territoire secouent le secteur est de Buffalo. Les résidents du quartier sont terrifiés à l'idée d'être pris dans des feux croisés. Des témoins refusent de dénoncer un impitoyable chef de gang et ses complices. Les citoyens ont besoin de quelqu'un qui acceptera enfin de tenir tête aux gangs. Comme s'en souvient le procureur Frank Clark, les autorités ont fini par en trouver un. Ils vendaient des stupéfiants et se tuaient entre eux pour des questions de stratégie ou d'argent. C'était la première fois depuis plusieurs années qu'on pouvait les traduire en justice, parce qu'on disposait d'un témoin qui non seulement avait tout vu, qui était crédible et s'exprimait avec aisance, mais qui était également prêt à témoigner. À l'automne 1988, le secteur est de Buffalo, dans l'État de New York, est sous l'emprise de gangs de trafiquants de crack. Quand ces gangs cherchent à s'emparer du racket des loteries clandestines, une guerre se déclenche dans les rues. L'après-midi du 25 octobre, sur Cretner Street, un jeune homme du quartier aide une femme à transporter ses emplettes. Deux jeunes hommes arrivent alors à l'intersection. L'un d'eux fait feu à 3 reprises, puis ils prennent la fuite. Les coups de feu ont été entendus par plusieurs résidents du quartier. La femme qui se trouvait avec la victime se précipite chez elle, d'où elle appelle le service d'urgence. Son appel s'ajoute à plusieurs autres reçus par le centre de communication du poste de police numéro 1. Plusieurs personnes rapportent qu'on a tiré sur un homme. On dépêche des unités de patrouille sur les lieux. En arrivant, les agents trouvent un jeune homme blessé à l'abdomen et à la poitrine. Il est en vie, mais il respire avec difficulté. Une équipe de secours du service des incendies arrive quelques instants plus tard. Les ambulanciers s'occupent de la victime pendant que les policiers mettent les lieux sous protection. Arrivent alors des enquêteurs du poste de police numéro 1. Un policier les informe de la situation. Ils interrogent les gens présents sur les lieux. Martha West se trouvait avec la victime quand les coups de feu ont été tirés. Elle déclare qu'elle était occupée à sortir un sac du coffre de sa voiture quand la victime a été blessée et qu'elle n'a pas pu voir le tireur. Un autre homme dispose d'informations à propos de la fusillade. Il s'appelle James Wright. Marié et père de 2 enfants, l'homme de 41 ans déclare aux enquêteurs qu'il travaille comme gardien dans une église, non loin de là. Il ajoute qu'il livrait des provisions à des personnes âgées avec la camionnette de l'église quand il a entendu un cri. Il a également aperçu 2 hommes s'enfuir en courant.
Il a cru qu'ils avaient volé un sac à main et les a pris en filature alors qu'ils disparaissaient à une intersection. Mais après avoir suivi les hommes 2 pâtés de maison plus loin, il s'est vite retrouvé avec le canon d'une arme braquée sur lui. Wright donne aux enquêteurs une description des 2 hommes qu'il a suivis. Les enquêteurs apprennent que l'homme blessé est Larnell Cottrell, âgé de 25 ans. Sous une voiture, les enquêteurs trouvent une balle perdue. Les ambulanciers ont trouvé une autre balle en soulevant la victime pour la mettre sur une civière. Il s'agit de 2 balles à chemise de cuivre de même calibre. Les enquêteurs se retrouvent au poste de police pour discuter de l'affaire. La victime, Larnell Cottrell, meurt à l'hôpital. Les hommes qui se sont enfuis des lieux du crime sont maintenant recherchés pour meurtre. Les enquêteurs examinent les indices recueillis sur la scène du crime et discutent à propos des témoins de la fusillade. Les enquêteurs décident, pour la sécurité de James Wright, de l'interroger au poste de police. Wright accepte de venir rencontrer les enquêteurs. Il raconte ce qu'il a vu et fait plus tôt le même jour. Fait étonnant, Wright a retenu le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture des 2 hommes qu'il a pris en filature. En vérifiant ce numéro, les agents découvrent que la voiture est immatriculée au nom d'une femme qui est vraisemblablement la petite amie de l'un des plus dangereux criminels du secteur est de Buffalo, Donald Sly Green. Les enquêteurs soupçonnent maintenant qu'il s'agit d'un meurtre relié à la guerre des gangs. Ils montrent à James Wright plusieurs photos et lui demandent d'essayer d'identifier les hommes qu'il a vus. Selon l'enquêteur Daniel DiPiro, Wright reconnaît aussitôt Donald Sly Green. Il a immédiatement choisi la photo de Donald Sly Green. Il n'a pas hésité. Il l'a regardé et a dit « c'est lui ». Et c'était Donald Sly Green. Ça nous a étonnés tous les deux, mon collègue et moi, parce que c'est rare que ça se fasse si rapidement. Le lendemain de la fusillade, les enquêteurs trouvent un autre homme qui croit pouvoir identifier le meurtrier de Cottrell. Le concierge de la salle de détention, située un étage au-dessus du bureau de la section des homicides, a parlé avec Stephen Brown, un détenu. Celui-ci affirme avoir assisté à la fusillade. Les enquêteurs DiPiro et Grabowski interrogent Brown, qui leur dit qu'il était dans la rue au moment du crime et qu'il a vu l'homme appuyé sur la détente. Le meurtrier est Donald Sly Green, ajoute-t-il. Mais les antécédents de Brown en font un témoin douteux. Les enquêteurs savent que Brown est un toxicomane au lourd casier judiciaire et qu'il a été arrêté le jour du meurtre pour vol à l'étalage. Pour les enquêteurs, il est évident que c'est le témoignage de James Wright qui sera crucial dans cette affaire. En se basant sur l'identification de la photo de Donald Sly Green par Wright, on fait émettre le mandat d'arrêt du suspect. Green est bien connu de la police. Il est le chef d'un gang se faisant appeler les LA Boys. Âgé de 29 ans, il a des démêlés avec la justice depuis près de 20 ans. À l'âge de 14 ans, Green et un complice sont entrés tard le soir dans une épicerie du secteur est de Buffalo et ils ont volé la caissière à la pointe de leur arme. En sortant du commerce, Green a abattu la femme.
Pour ce crime, il n'a passé qu'une année en détention dans un foyer pour jeunes contrevenants. À 16 ans, il s'est retrouvé dans une prison de l'État pour 10 ans à la suite d'une tentative de vol à main armée dans une banque. Après sa remise en liberté en 1984, Green est retourné à sa vie de criminel. Il est reparti à Buffalo pour y rejoindre ses frères Clayton et Gary Green. Ensemble, ils ont formé les LA Boys. On les soupçonne d'avoir des liens avec des gangs de Los Angeles. Peu de temps après, les LA Boys avaient la main mise sur le marché de la vente de stupéfiants dans le secteur est de Buffalo. Plus le niveau de violence a augmenté, plus les résidents du secteur sont devenus craintifs. Les crimes violents sont devenus monnaie courante, mais les enquêteurs ne trouvent guère d'indices pour les élucider. Sur la scène du meurtre de Cottrell, on a trouvé 2 balles perdues par terre près de la victime. On en trouve une 3e lors de l'autopsie du corps, ce qui confirme les déclarations des témoins qui ont affirmé avoir entendu 3 coups de feu. Des experts en balistique examinent les projectiles à l'aide d'un stéréoscope. Leurs analyses indiquent que les balles ayant tué Cottrell sont toutes de calibre 41 et qu'elles ont vraisemblablement été tirées avec un revolver Smith & Wesson. Mais l'on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Le sergent détective Daniel Rich fait partie de l'équipe de prélèvement des indices qui a examiné la scène du crime. On a cherché l'arme dans le quartier. Le témoin nous avait dit que le criminel s'était enfui par la rue. Avec les agents de police, j'ai ratissé les lieux, mais on n'a pas trouvé l'arme à feu. Les enquêteurs ont toutefois retrouvé la voiture des suspects. On identifie la voiture à quelques pâtés de maison des lieux du crime et on la fait examiner par les experts judiciaires du service de police de Buffalo. Les résultats sont décevants. Pour Joseph Maruzak, l'assistant du procureur d'Erie County, cela rend le témoignage de James Wright d'autant plus important. La police a trouvé la voiture plus tard, le même jour. Il n'y avait aucun indice, aucune empreinte digitale, rien. Mais on savait que Wright avait identifié un suspect. Fort de la déposition de James Wright, les procureurs sont impatients de mettre Donald Sly Green en détention. En plus de vendre illégalement des stupéfiants, le chef des LA Boys est soupçonné d'être mêlé à des activités de prostitution, de jeu et d'avoir commis des enlèvements. Mais les autorités n'ont jamais disposé de preuves suffisantes pour le faire inculper. Il semble intouchable. Le procureur local, Frank Clark, espère que cette fois-ci, cela sera différent. Grâce à Wright, on avait enfin une chance de faire une percée dans cette guerre de gangs. Avec une victime à la morgue et un témoin crédible, le bureau du procureur d'Erie County espère pouvoir enfin mettre Green derrière les barreaux. Les procureurs aident la police à lancer d'importantes recherches pour retrouver le meurtrier. On a fait des recherches pour le trouver à Buffalo. Le service de police de la ville a ratissé les rues du secteur Est pendant des semaines et même des mois à la recherche de Donald Sly Green. On l'a manqué de peu à quelques reprises. On recevait des tuyaux anonymes sur l'endroit où il se trouvait. Mais quand on arrivait, il était introuvable. On découvrait un peu plus tard qu'il n'avait eu que quelques minutes d'avance sur nous. Quelques semaines après le meurtre, les enquêteurs aperçoivent la Mercedes de Green garée devant la maison de l'un de ses complices. Les enquêteurs surveillent étroitement les lieux. Ils sont toutefois dérangés lorsque la camionnette d'une chaîne de télévision arrive sur les lieux après avoir écouté les communications entre les policiers. Comme les policiers ont été découverts, ils n'ont d'autre choix que de prendre la maison d'assaut. Si Green était là plus tôt, à présent, il a filé.
Les enquêteurs sont déçus. Plus ils mettent de temps à arrêter le fugitif, plus il leur sera difficile de le capturer. Les procureurs craignent que le règne de terreur de Donald Sly Green ne se poursuive encore longtemps. En octobre 1988, Larnell Cottrell a été abattu dans les rues du secteur est de Buffalo, qui est sous l'emprise des gangs de trafiquants de drogue. La police dispose de peu d'indices, mais elle peut compter sur un témoin. James Wright, le gardien d'une église, a identifié Donald Sly Green sur une photo signalétique le jour du meurtre. Quelques mois après le meurtre de Cottrell, les enquêteurs n'ont toujours pas arrêté le fugitif. Des agents du poste de police numéro 1 poursuivent leurs recherches et fouillent dans des dizaines de dossiers judiciaires pour obtenir des informations sur Donald Sly Green. Dans les rues du quartier, les enquêteurs parlent à un informateur. Celui-ci leur dit qu'il ignore où se trouve Sly et qu'il ne l'a pas vu depuis plusieurs semaines. Il affirme toutefois que le meurtre de Cottrell était un acte de vengeance. Cottrell a été impliqué dans un racket de loterie clandestine, selon lui. Et son meurtre est le dernier d'une série d'homicides qui ont commencé quelques années plus tôt, soit en 1986, quand un jeune homme qui s'appelait Devotee Pompey a été abattu dans une ruelle du secteur. À l'époque, les policiers ont soupçonné Samuel Green, le jeune frère de Sly, d'avoir commis ce meurtre sur commande. Samuel Green a été arrêté relativement à cette affaire. Les policiers ont découvert que Pompey, la victime, était mêlé à plusieurs rackets. Et dans le milieu, on dit qu'il a volé $20 000 à ses employeurs. Ceux-ci auraient alors engagé Samuel Green pour le tuer. Après la lecture de son acte d'accusation, Green a été remis en liberté sous caution. Quelques jours plus tard, il a été tué à son tour. On a trouvé son cadavre sur le siège avant de sa voiture. Il avait reçu un projectile à la tête. Un informateur de la police dit que Samuel a été tué parce qu'il a menacé ses patrons de tout révéler à la police s'ils ne lui donnaient pas davantage d'argent pour le meurtre de Pompey. L'enquête a permis de découvrir que les meurtres de Devotee Pompey et de Samuel Green marquaient le début d'une guerre de gangs pour obtenir la mainmise sur le racket des loteries clandestines. Pendant plus de 2 ans, cette guerre a entraîné 8 meurtres qui n'ont jamais été résolus. Les enquêteurs croient que le dernier de ces meurtres est celui de Larnell Cottrell, qu'on soupçonne également d'avoir participé au racket des loteries clandestines. Et le présumé auteur de ce dernier meurtre est Donald Sly Green. Green aurait dit qu'il allait se venger en raison de plusieurs facteurs. Il y avait bien un mobile à ce meurtre, et ce mobile était la vengeance. Finalement, les enquêteurs obtiennent une piste sur l'endroit où Green se terre. Selon un informateur anonyme, Donald Sly Green se cacherait à Atlanta, en Géorgie. Les autorités de Buffalo demandent l'aide du FBI pour trouver le fugitif. L'assistant du procureur Joseph Maruzak est résolu à traduire Green en justice. Finalement, grâce à des informations obtenues par la police de Buffalo, les agents ont retracé Green au moment où il sortait d'un restaurant d'Atlanta, en Géorgie. En février 1989, près de 4 mois après le meurtre de Larnell Cottrell, des agents du FBI interceptent Donald Sly Green dans la rue et l'arrêtent sans encombre. Le tristement célèbre Donald Sly Green est finalement en détention. Le chef des LA Boys est reconduit à Buffalo, où il devra faire face à des accusations de meurtre et de possession d'armes. Green est détenu sans possibilité de libération sous caution jusqu'à son procès. Une fois le suspect en détention, le bureau du procureur d'Erie County prépare sa cause contre lui. Tout le dossier repose sur le témoin James Wright.
C'était le témoin dont tous les procureurs rêvent. Il était consciencieux et fiable. C'était un père de famille. Il n'avait pas de casier judiciaire. Quand on prenait le temps de parler avec lui et qu'on commençait à le connaître, on pouvait voir qu'il était incapable de mentir. On voulait absolument que le jury voie James Wright, car plus il le verrait, plus il l'aimerait, le respecterait et se fierait à son jugement. Dans les mois qui précèdent le procès, les procureurs en viennent à craindre que Wright ne prenne peur, comme plusieurs témoins avant lui, et qu'il refuse de témoigner. Si cela devait se produire, le procès de Donald Sly Green ne pourrait même pas avoir lieu. À la fin du mois d'août 1989, 6 mois après l'arrestation de Green à Atlanta, James Wright contacte le bureau du procureur pour transmettre des nouvelles troublantes. Wright déclare qu'il a été menacé à plusieurs reprises par Garland Kaiser, un membre connu du gang de Donald Sly Green, et qu'on a attenté à sa vie à plusieurs reprises. De toute évidence, les LA Boys ont découvert l'identité du témoin clé de la poursuite. Il y avait eu une fuite, comme ça arrive souvent dans le cadre d'une enquête. Nos procédures ne sont pas à toute épreuve. Si quelqu'un veut obtenir un rapport criminel à propos de n'importe quel crime, il n'a qu'à venir au service de police de Buffalo. En tout cas, ça se faisait alors. Et il peut obtenir une copie de ce rapport pour seulement 25 cents. Plus tard, les autorités découvrent qu'un enquêteur travaillant pour Donald Sly Green a obtenu une copie du rapport où l'on pouvait lire que James Wright était le témoin clé dans cette affaire. Peu de temps après, Wright et sa famille ont commencé à faire l'objet de menaces et d'attaques. Ayant peur que sa famille ne soit la cible de représailles, Wright n'a jamais parlé de ces menaces à la police. Mais maintenant, il raconte que les membres du gang sont de plus en plus agressifs. Tout a commencé en juin, quand Kaiser a dit à Wright qu'il avait appris qu'il comptait témoigner contre Donald Sly Green. S'il ne changeait pas d'avis, sa famille et lui courraient de graves dangers. Quelques jours après cet avertissement, Wright a été réveillé vers 4 heures du matin par un bruit d'explosion. Il a alors découvert que quelqu'un avait posé une bombe sous sa voiture. Peu de temps après, la fenêtre de la chambre de son fils a été fracassée pendant la nuit. Il a alors trouvé un cocktail Molotov n'ayant pas explosé dehors, par terre. Puis, un autre soir, il a entendu des coups de feu. Wright a alors découvert des impacts de projectiles dans le mur d'une chambre à coucher et dans un placard. Une balle était passée à seulement quelques centimètres de la tête de son fils. En juillet, Kaiser et 2 autres hommes ont parlé à Wright devant l'église où il travaille. Ils l'ont interrogé à propos du jour où le meurtre a été commis. Intimidé par leur présence, Wright a répondu ce qu'il voulait entendre, c'est-à-dire qu'il était incapable d'affirmer que Donald Sly Green était le meurtrier de Cottrell. En partant, Kaiser a donné un billet de $100 à Wright pour le remercier d'avoir coopéré. Au début, Wright a refusé de le prendre, mais Kaiser a insisté en lui disant que par son refus, il mettrait sa famille et lui encore plus en danger. Wright a accepté l'argent à contre-cœur. Quelques semaines se sont écoulées sans nouvel incident. Puis, dans la matinée du 28 août, alors que Wright conduisait sa femme à son lieu de travail, ils ont été attaqués par des hommes dans une voiture. Des éclats de verre ont blessé Wright, mais sa femme n'a subi aucune blessure. Wright a alors décidé de signaler ces menaces aux autorités. Je crois qu'il était plus en colère qu'effrayé. Il avait peur, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il était furieux qu'il l'ait attaqué ainsi.
Il était furieux parce que sa vie n'était plus la même et il m'en voulait aussi parce qu'il croyait que je m'étais servi de lui pour ensuite le laisser tomber. Si vous aviez fait votre boulot, Clark, m'a-t-il dit, ça ne serait pas arrivé. Cette situation était très difficile parce que je ne savais pas exactement ce qu'on allait faire. Le bureau du procureur local prend les arrangements nécessaires pour faire installer la famille de Wright à l'extérieur de Buffalo. Les procureurs espèrent que leurs témoins et sa famille seront en sécurité jusqu'au procès et que les LA Boys ne pourront plus intimider Wright. Les procureurs de Buffalo se préparent au procès pour le meurtre de Donald Sly Green, le présumé assassin de Larnell Cottrell, abattu en 1988. Le témoin clé de l'affaire, James Wright, est sorti indemne de plusieurs attaques des LA Boys, le gang mené par Donald Sly Green. Les procureurs font état des tentatives de meurtre sur James Wright et sa famille aux tribunaux et demandent que le procès soit tenu le plus rapidement possible. Le juge accepte de devancer la date du procès. La défense a également déposé une requête afin de rendre le témoignage de Wright irrecevable. Mais de nouveau, le juge tranche en faveur de la poursuite. Ces décisions sont des victoires pour l'assistant du procureur Joseph Maruzak. Sans le témoignage de James Wright, on n'aurait pas pu inculper Donald Sly Green, ni lui faire de procès, ni le faire condamner. C'était aussi simple que ça. Sans James Wright, il n'y avait pas de poursuite. Donald Sly Green est représenté par Paul Cambria, l'un des avocats les plus en vue de Buffalo. Je crois que Donald Sly Green n'a pas tué cet individu. Bien entendu, quelqu'un a été tué, et il a été tué pour une raison. Sans doute que c'était relié à la vente de drogue dans le secteur Est, mais ce n'est pas Donald Sly Green qui l'a tué. Pour faire acquitter son client, la défense devra jeter le discrédit sur le témoignage de James Wright à la barre. Le 31 octobre 1989, soit un an après le meurtre par balle de Larnell Cottrell, le procès pour meurtre de Donald Sly Green s'ouvre. Le jury est prêt à entendre de brèves déclarations préliminaires. La preuve de la poursuite, déclare le procureur, repose sur le témoignage de James Wright, qui a identifié Donald Sly Green à partir de photos signalétiques quelques heures après le meurtre de Larnell Cottrell. Même si on ne dispose d'aucune preuve formelle de la culpabilité de Green, les preuves indirectes sont convaincantes, selon le procureur. En outre, le témoignage de Stephen Brown corroborera l'identification du meurtrier faite par Wright. C'était un meurtre de sang-froid, pour lequel on disposait d'un témoin fiable, mais pas de preuves formelles. De fait, il n'y avait aucune preuve de la culpabilité de Donald Sly Green dans ce meurtre. On n'avait que des preuves indirectes et l'identification faite par James Wright. Le procureur dit au jury que Wright a suivi les hommes alors qu'ils s'enfuyaient de la scène du crime. Or, les balles trouvées sur les lieux du crime correspondent à l'arme qu'ils ont pointée sur le témoin. En outre, la voiture abandonnée correspond à celle à bord de laquelle Wright a vu les suspects s'enfuir. Dans sa déclaration préliminaire, l'avocat de Green insiste sur le fait qu'on ne dispose d'aucune preuve formelle de la culpabilité de son client dans le meurtre de Cottrell et que James Wright s'est trompé lors de l'identification. L'avocat ajoute que les déclarations des témoins oculaires sont souvent peu fiables. On savait que cette affaire reposait sur une identification par un témoin oculaire. Or, malheureusement, le public a tendance à croire que les identifications faites par des témoins oculaires sont très fiables, alors que ce n'est pas le cas. Malheureusement, l'affaire reposait entièrement là-dessus. Entouré de 8 policiers armés de fusils de chasse et de carabines automatiques, le premier témoin de la poursuite, le gardien James Wright, est appelé à la barre. Pour la première fois depuis le jour du meurtre de Larnell Cottrell, Wright se retrouve face à face avec Donald Sly Green.
Le témoignage de Wright dure plusieurs heures. Questionné par les avocats du procureur, il déclare au jury qu'il a été témoin de la fusillade. Il ajoute qu'il livrait des provisions chez quelqu'un du quartier au moment où il a entendu un cri. Quand il a vu 2 hommes s'enfuir, il les a suivis à bord de la camionnette de l'église qu'il conduisait. Il les a suivis jusque dans une petite rue. Au moment où ceux-ci s'apprêtaient à monter dans une voiture, un des hommes est revenu sur ses pas. Wright s'est alors retrouvé face à face avec le canon d'une arme chargée. When you say he had a gun on you, what do you mean? He was pointing it at my head. He just pointed it at me, just like that, you know. Do you see the person in the courtroom today that pointed the gun at you? Yes, I do. Can you tell us where he is and describe an article of clothing that he's wearing? He's wearing a suit. Where is he? He's sitting down next to the gentleman up front. Can I point at him? Yes, you can. That's him. That's him right there. Thank you, Mr. Wright fournit ensuite une description de la Ford Escort que le prévenu a utilisée pour quitter les lieux. No further questions. Comme le dossier de la poursuite repose sur le témoignage de Wright, Paul Cambria, l'avocat de la défense, essaiera de convaincre le jury que le témoin clé du procureur, James Wright, se trompe, même s'il s'agit d'un honnête homme. On devait être prudent avec M. Wright, parce qu'il s'était présenté comme un gardien d'église qui passait dans le quartier par hasard et qui n'était qu'un bon samaritain. Il avait dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'un vol de sac à main. On ne pouvait pas démolir ce type. Ça aurait été une grave erreur. Mais d'un autre côté, il était important de montrer que même s'il avait identifié quelqu'un, cela ne voulait pas dire qu'il ne s'était pas trompé. L'avocat de la défense attire l'attention du jury sur les contradictions dans le témoignage de Wright. Wright a dit qu'il ne pleuvait pas le jour du crime. Or, tous les gens qui étaient présents ont dit qu'il pleuvait ou qu'il tombait un crachin ou une bruine. Pourtant, Wright a affirmé que le temps était sec. Il disait aussi que le tueur était petit. D'autres gens ont pourtant déclaré qu'il était mince et grand. La poursuite réagit aux attaques de la défense en présentant son témoin suivant qui pourra corroborer l'identification du meurtrier faite par Wright. Les procureurs appellent Stephen Brown à la barre. Brown affirme qu'il se trouvait dans la rue quand Larnell Cottrell a été tué. Il déclare qu'il a assisté à la fusillade. Brown dit qu'il a vu 2 hommes s'approcher de la victime. L'un d'eux a alors fait feu à au moins 2 reprises et la victime est tombée par terre. Après les coups de feu, Brown est allé chez sa petite amie avant l'arrivée des policiers sur les lieux du crime. Il ajoute que James Wright dit la vérité quand il affirme que Donald Sly Green est le meurtrier de Cottrell. Sachant que la défense va essayer de miner la crédibilité de ce témoin, le procureur fait savoir que Brown est un toxicomane qui vient d'être arrêté pour vol à l'étalage. Il n'a toutefois pas conclu de marcher avec la poursuite en échange de son témoignage. De fait, il a plaidé coupable aux accusations de vol à l'étalage et a été condamné à 60 jours de prison. Brown est ensuite interrogé par la défense qui indique qu'il ne s'est pas manifesté aux policiers avant d'être arrêté pour vol à l'étalage. Elle ne remet pas en question le fait que Brown se trouvait bel et bien sur les lieux. L'avocat de la défense soutient toutefois qu'il n'est apparu sur les lieux qu'après avoir vu les policiers sur place et entendu parler du crime au bulletin de nouvelles ce soir-là. Son témoignage, selon la défense, est un pur mensonge fabriqué par un criminel qui sait comment tirer parti du système de justice. Le policier Carl Thompson témoigne ensuite pour la poursuite.
Les experts en scène de crime qui ont recueilli les indices et analysé les empreintes digitales pour la police de Buffalo n'ont rien trouvé qui aurait démontré que le prévenu se trouvait dans la voiture ayant servi à la fuite des suspects. Mais Thompson affirme toutefois avoir vu Donald Sly Green descendre de cette même voiture quelques jours avant la fusillade. Le témoignage de Thompson permet d'établir que Donald Sly Green avait un lien avec le véhicule que Wright a identifié le jour du meurtre. Le procès se poursuit et les procureurs sont de plus en plus préoccupés par l'état d'esprit des jurés. La présidente du jury a informé le juge que certains jurés refusent de rester plus longtemps dans la même pièce que Green. Même dans une salle d'audience, Donald Sly Green inspire la peur à 12 personnes. La poursuite espère que, malgré leurs craintes, les jurés en arriveront à un verdict de culpabilité. À la fin du mois de novembre 1989, le procès de Donald Sly Green, le chef d'un gang de Buffalo, tire à sa fin. On l'a accusé du meurtre de Larnell Cottrell. L'affaire repose sur le témoignage du gardien d'une église. James Wright était le témoin clé de la poursuite. Il a affirmé avoir vu le suspect s'enfuir de la scène du crime quelques instants après la fusillade. Dans sa plaidoirie finale, la défense a rappelé au jury qu'il n'y avait aucune preuve qui démontre que son client a commis le crime. La défense soutient également que même si James Wright est visiblement un honnête homme, il s'est trompé en identifiant Green. Wright faisait erreur. Il était vrai qu'il avait été menacé à un certain moment, cela ne faisait pas de doute, mais je n'ai pas douté une seconde du fait qu'il faisait erreur. Lors de la plaidoirie finale du procureur, celui-ci rappelle au jury que les déclarations du témoin clé de la poursuite, James Wright, ont été corroborées par un témoin du meurtre de même que par des preuves indirectes. La décision du jury reposera entièrement sur le fait qu'il croit James Wright ou pas. James Wright était sans contredit le témoin le plus important dans cette affaire. Il était le pivot central de toute l'argumentation. Après les plaidoiries, le jury se retire afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence de Donald Sly Green. Seulement 6 heures plus tard, il en arrive à une décision. Le jury reconnaît Donald Sly Green coupable du meurtre au second degré de Larnell Cottrell en octobre 1988. Green écope de la peine maximale pour ce crime, soit une peine de 25 ans d'emprisonnement. L'avocat de Donald Sly Green en appelle de cette décision à la Cour de l'État, soutenant que le jury a manqué d'objectivité en raison des mesures de sécurité extrêmes prises au palais de justice et des bulletins de nouvelles qui ont été diffusés à propos du procès. La Cour rejette l'appel. À la suite du procès, le procureur Frank Clark d'Erie County présente une requête auprès du département de la justice afin que la famille Wright puisse bénéficier du programme de protection des témoins. Selon moi, la seule façon de garantir la sécurité à long terme de cette famille était de l'intégrer à ce programme. Mes premières demandes ont été bien accueillies, mais on n'y donnait jamais de suite parce qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de compétence. Il s'agissait d'un cas d'homicide dans un État et cela n'avait aucun lien avec l'État fédéral. Mais quand Clark déclare que Wright devra peut-être témoigner de nouveau si Donald Sly Green est accusé de crime sous juridiction fédérale, on intègre finalement Wright et sa famille au programme. Green commence à purger sa peine de 25 ans d'emprisonnement. Les autorités le surveillent étroitement. On le soupçonne de diriger les opérations des LA Boys depuis la prison. Le bureau du procureur local demande l'aide du FBI. On installe des micros sur le téléphone que Green utilise. Le FBI établit rapidement que Green est effectivement toujours à la tête du gang. Il donne des ordres à ses subalternes, organise des ventes de cocaïne et d'héroïne,
complotent des enlèvements et d'autres crimes, tout cela derrière les barreaux. Il était en parfait contrôle de cette organisation depuis la prison. C'était comme s'il n'avait jamais quitté le gang. Il organisait tout, donnait des ordres, demandait des choses exactement comme il le faisait quand il était en liberté. Les membres ne faisaient absolument rien sans sa permission. Dans un de ces cas, les membres du gang enlèvent le propriétaire d'un magasin. Après avoir reçu l'ordre de Green d'enlever un homme, les ravisseurs le remettent en liberté une fois qu'ils ont touché une rançon de 25 000 $. Tout a été enregistré. Les enquêteurs apprennent, grâce aux opérations d'écoute, que la femme de Sly est étroitement impliquée dans les activités du gang. Des documents du FBI montrent qu'elle a aidé son mari à diriger les opérations en mettant en communication son mari avec ses complices par le biais de sa propre ligne téléphonique. Les enregistrements révèlent également qu'elle a incité son mari à commander les meurtres de 2 de ses complices, dont celui de Clayton Green, le frère de Sly. Les agents du FBI sont surpris d'apprendre que Judy Spider Green mène une double vie. Le soir, elle est une figure importante du monde interlope, alors que le jour, elle enseigne les sciences sociales dans une école publique de Buffalo. Le 9 juillet 1992, 26 membres des LA Boys, notamment Judy, la femme de Donald Sly Green, ses 2 frères et d'autres proches, sont accusés de crimes fédéraux reliés au trafic de drogue, à des rackets et à des gangs criminels. En tout, ils sont inculpés de 73 chefs d'accusation basés sur plus de 900 enregistrements du FBI et un document de 6000 pages. Quelques semaines après que le FBI a porté ces accusations, l'Empire Green commence à s'écrouler. Des parents de Sly, des amis et des associés acceptent de conclure des marchés avec les autorités et de témoigner contre le chef des LA Boys. Maintenant qu'il bénéficie du programme de protection des témoins et qu'il est loin de Buffalo, James Wright revient témoigner une fois de plus contre Donald Sly Green, l'homme qu'il a aidé à mettre derrière les barreaux pour le meurtre de Lionel Cottrell. Il raconte sa rencontre avec Garland Kaiser, l'homme de main du gang. He wanted to know why I was testifying against Mr. Green when Mr. Green had never done anything to me. He told me they would do a ride-by on me. He told me that he watched my son ride his bike to school every day. And how would I like it if they shot him? Wright parle des menaces dont il a fait l'objet, des attaques sur sa maison, de la bombe qui a fait exploser sa voiture et des projectiles qui ont manqué de peu la tête de son fils. After that, I went to church. I went to church and I brought back 4 metal chairs and lined them up around my son's beds to stop the bullets. En mars 1994, Donald Sly Green est reconnu coupable de 26 chefs d'accusation et il est condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En une seule année, pas moins de 22 membres des LA Boys plaident coupables à plusieurs accusations de crimes reliés au trafic de drogue. Finalement, les LA Boys n'ont plus aucun contrôle sur le secteur est de Buffalo. Tout cela, c'est grâce à James Wright et à son incroyable courage. De toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que lui. Il a risqué sa vie, celle de sa femme et de ses enfants. Et il a accepté de tout perdre ce qu'il avait à Buffalo, de quitter sa famille et ses proches pour faire cela. C'est très rare. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Je ne sais même pas si moi, j'accepterais de le faire. Mais lui, il l'a fait. Et grâce à lui, le secteur est de Buffalo est plus sécuritaire qu'avant. En octobre 1994, James Wright reçoit le Lou E. Peters Memorial Service Award pour son courage et sa détermination à témoigner contre Donald Sly Green.
Même si James Wright ne pourra plus jamais retourner vivre à Buffalo, son courageux témoignage a permis de faire du secteur est de la ville un quartier où il fait de nouveau bon vivre.